Chères et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, c'est un honneur pour moi de vous accueillir au nom de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, de vous remercier de votre présence et de vous souhaiter de fructueux travaux. C'est aussi une véritable satisfaction personnelle de voir ce projet arriver à son terme grâce au remarquable travail de Béate Collet, de Hyacinthe Ravet et de Violette Daès de la mission Égalité, lutte contre les discriminations de notre faculté. Les personnes qui animent cette mission ont droit à toute notre reconnaissance pour les multiples actions qui forment déjà leur tout jeune bilan. Ce colloque a une histoire particulière que je tiens à rappeler. Comme vous le savez certainement, la Sorbonne a été le lieu d'un épisode pénible, l'empêchement par la violence de la représentation d'une pièce de théâtre, Les Suppliantes d'Eschyle, au motif que les masques des acteurs et des actrices, comme le veut la tradition du théâtre antique, auraient été du blackface. J'étais présent lors de cet événement et plus que tout, j'ai alors été frappé par l'incapacité de simplement avoir un dialogue. Quelques jours après, en conseil de faculté, un élu étudiant m'a pris à partie quand j'expliquais mon incompréhension en disant que l'université ne faisait rien contre les discriminations liées à l'origine ou à la couleur de peau, et pire encore qu'elle les ignorait. Il y avait pour moi une certaine injustice dans sa véhémence, mais elle n'avait rien d'artificiel ni de convenu, ce qui m'a conduit à réfléchir à ce que nous faisions concrètement et à me rendre compte que si des actions étaient bien menées, elles étaient éparpillées, brèves, et qu'il fallait les inscrire dans la cohérence et la durée. Notre première réponse a donc été d'étendre le champ de la mission Égalité entre les femmes et les hommes à la lutte contre toutes les formes de discrimination et d'y nommer une responsable pour cette mission spécifique, Béate Collet. Très vite aussi, nous avons voulu faire ce qui est le propre de notre vocation universitaire, c'est-à-dire réfléchir, analyser. Et ce colloque est une des manifestations les plus importantes de cette action. Il est l'un des premiers à poser la question des discriminations à l'université de façon globale. Il pose aussi la question des actions à mener, car nous traitons d'un sujet où l'action est urgente pour notre société et pour nos universités. Cette action doit concerner tous les acteurs et actrices de la vie universitaire, les étudiantes et étudiants, comme les personnels administratifs et enseignants. Le hasard veut que notre colloque se tienne dans un climat polémique, et je ne peux pas l'ignorer. Le premier reproche qui est fait aux études sur la discrimination serait de singer une mode américaine. Il est simplement absurde. Tout d'abord parce que les universités américaines, en effet, sont très en avance, mais dans une analyse scientifique des discriminations. D'autre part, nous sommes bien conscients que nous avons une histoire différente de celle des États-Unis. Pour autant, la comparaison est tout à fait souhaitable, elle est nécessaire afin de bien saisir les ressemblances et les différences et de pouvoir tenir compte des histoires nationales particulières, que ce soit d'ailleurs celle des États-Unis ou d'autres pays européens, comme des systèmes esclavagistes, le colonialisme, les migrations, qui sont des phénomènes qui ont été vécus de façon différente dans les différentes sociétés. Je ne peux éviter aussi de rappeler, au vu de ces polémiques récentes, que l'université n'invente pas les problèmes de société. Le racisme en est un dans la société française, et il est de notre devoir d'analyser ces manifestations. Mais nous ne sommes crédibles que si nous sommes capables aussi d'analyser ces manifestations au sein même de nos institutions, universités, organismes de recherche, écoles qui se prétendent grandes. Dans le cadre particulier de l'université, nous disposons d'une liberté académique à laquelle nous sommes extrêmement attachés. Mais ce n'est pas la liberté de ne rien faire et de contempler passivement l'ordre du monde tel qu'il est. De ce colloque doivent sortir non seulement des analyses et des données, mais aussi des propositions concrètes à mettre en œuvre. Je ne veux pas opposer de façon démagogique à la pensée et l'action. Le simple fait de parler des discriminations est déjà un pas important qui permet aux victimes, mais aussi aux responsables de ces discriminations d'en prendre conscience. La notion de racisme inconscient n'est pas, hélas, une invention, mais une réalité qui existe aussi dans notre monde universitaire. La deuxième étape est l'analyse, et je me réjouis que ce colloque soit aussi l'occasion de présenter des travaux issus de disciplines diverses, la sociologie, l'histoire, la littérature, qui sont réalisés par de jeunes chercheurs et chercheuses de notre faculté. Ces études sont-elles militantes, comme la polémique récente, malheureusement cautionnée et amplifiée par notre ministre de tutelle, l'affirme? Elles ne le sont pas, si l'on entend par là que militant veut dire non scientifique. Elles le sont si l'on pense, comme c'est le cas à la Sorbonne, qu'étudier a un impact sur le monde.
Certes, nous partons en sciences humaines et sociales d'un point de vue, et je tiens à la disposition de notre ministre l'abondante bibliographie sur le sujet, qui a pour ses titres les plus anciens déjà plus d'un siècle. Pour autant, nous obéissons à des règles scientifiques rigoureuses, et l'une des plus importantes, c'est la discussion entre pairs. Et surtout, quand bien même, comme votre serviteur, nous travaillons sur des objets lointains dans le passé, nous sommes résolument des acteurs et des actrices dans notre société présente et pour notre société future. C'est ce que vous allez faire pendant ce colloque, et j'espère seulement que les conditions particulières dans lesquelles nous devons le tenir ne vont pas gêner ce qui est au fondement même d'une rencontre scientifique, les échanges, les discussions, les confrontations de points de vue. Je vous remercie encore et vous souhaite un excellent colloque. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis très honorée d'être parmi vous pour cette journée d'études sur le fondement de la discrimination contemporaine. Comment agir contre la discrimination à l'université. Donc, je tenais à remercier Mesdames Béat Collet, Violette Daès et Hyacinthe Ravet de la mission Égalité et lutte contre la discrimination de m'avoir invité à participer à ce colloque. Donc, je me présente à vous. Je suis Virginie Morias-Mansuy. Je suis maîtresse de conférence à la Faculté des sciences et ingénierie. Et je suis chargée de mission. Je suis ici en tant que chargée de mission de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et contre la haine anti-LGBT+, et je dirais, contre toute forme de discrimination, et je suis chargée de mission au niveau universitaire. Donc j'ai été nommée par notre président, M. Jean Chambaz. Je travaille en étroite collaboration avec la vice-présidente personnelle, égalité professionnelle et diversité, Mme Stéphanie Bonneau, et ma mission est, entre autres, de proposer des actions de sensibilisation et de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-LGBTI+, et toute forme de discrimination, et d'accompagner toute action proposée par les facultés. Je fais aussi, donc, à ce titre, partie du réseau des référents racisme, antisémitisme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation pour représenter Sorbonne Université. Et je peux être consultée dès lors qu'une question relative au racisme et à la discrimination est susceptible de se poser. Et je peux être contactée pour toute question ou tout dossier soumis par un étudiant ou une étudiante ou un membre du personnel traitant de problèmes de discrimination. Donc je suis, en gros, je dois porter la politique de Sorbonne Université, et évidemment ceci avec nos 3 facultés, qui est quand même le socle important de notre université, donc la faculté des lettres, la faculté des sciences et ingénierie et la faculté de médecine. Et je dois dire que cette année, ce qui était important pour nous était d'avoir une charte de lutte contre les discriminations, et par un travail collaboratif entre les différentes missions de lutte contre les discriminations des 3 facultés, et donc avec mesdames Béat Collet, Hyacinthe Ravet et Violette Daès, ici présentes, nous avons mis en place par des réunions régulières, nous avons pu élaborer un projet de charte de lutte contre les discriminations, je dirais assez complète, qui a été fortement enrichie par des groupes de travail au sein des différentes facultés et aussi par notre service, nos services universitaires, c'est-à-dire la direction des affaires juridiques et aussi le service RH. Et je suis assez heureuse de dire que cette charte va bientôt passer dans les conseils facultaires et ensuite dans les conseils centraux. Et ainsi, Sorbonne Université sera, donc nous serons tous dotés d'une charte, je dirais, très complète de lutte contre les discriminations. Donc bien évidemment, va ensuite venir un plan d'action qu'il faudra monter tous ensemble. Et je dirais que la table ronde d'hier qui a été organisée entre étudiants, c'était d'échanges entre des étudiants étrangers, je dirais des témoignages, m'a donné en tout cas des idées de ce qu'il fallait mettre dans le plan d'action afin de mieux accueillir nos étudiants étrangers. Alors les universités doivent être des lieux de savoir et d'échange où la discrimination, évidemment, n'a pas sa place. Il est important que les scientifiques prennent en main ces problématiques pour ne pas laisser la place aux préjugés, même les plus vieux et infondés, aux idées reçues, au négationnisme, et ceci à travers de leurs actions, donc leurs écrits scientifiques, les enquêtes, les conférences, et aussi avec un visé plus large, donc pour je dirais le public général. Donc Sorbonne Université, composée de ces 3 facultés, est reconnue sur la scène européenne et internationale comme un haut lieu de connaissances. Donc notre université est un vivier de recherche et rayonne, car des scientifiques venant du monde entier et des 4 coins de la France s'y enrichissent mutuellement. Et pour continuer à attirer des étudiants et des étudiantes, des enseignants, des enseignantes, des chercheurs, des chercheuses, je dirais du monde entier, ce qui ne pourra qu'enrichir les échanges scientifiques et humains, Sorbonne Université doit être fortement engagée dans l'égalité de toutes les personnes et dans la lutte contre toute forme de discrimination dans le respect du droit humain.
Et je dirais que l'action menée à l'heure actuelle va dans ce sens, puisqu'aucune forme de discrimination, aucun acte de discrimination n'est toléré, et que par un travail, je dirais, que j'appellerais main dans la main entre les trois facultés, nous devons mettre en place cette politique de lutte contre les discriminations. Je vous remercie. Chers et chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, mesdames, messieurs, à mon tour, en tant que vice-doyenne chargée des questions d'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à ce colloque sur les fondements de la discrimination contemporaine, colloque qui interroge la manière dont nous pouvons lutter contre les discriminations à l'université. Mise en place en 2017, la mission Égalité et lutte contre les discriminations de la Faculté des Lettres œuvre à favoriser l'égalité entre l'ensemble des membres qui composent notre communauté, à promouvoir la diversité et donc à lutter contre tout type de discrimination, que celle-ci soit liée au sexe, à l'âge, à l'origine, à la nationalité, au handicap, à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, à la religion ou à la culture. Cette mission s'est renforcée depuis 2019 avec l'arrivée de Beate Collet, chargée spécifiquement de la lutte contre tout type de discrimination, comme une réponse à la nécessité de prendre à bras le corps ces questions à l'université. Le doyen l'a rappelé. Nous travaillons en commun avec Violette Daz, qui est chargée de projet à la mission, main dans la main, de manière complémentaire et en synergie, tant les questions de discrimination ont des fondements communs, tout en prenant des contours spécifiques selon le ou les caractères discriminatoires en jeu. Dans le contexte actuel du travail universitaire à distance, l'actualité quotidienne de ces derniers mois à la mission s'est amplifiée en direction de la lutte contre les discriminations. Nous avons constaté un développement du cybersexisme, d'actions relevant du cyberharcèlement, d'attaques discriminatoires de tout ordre en ligne, par mail, sur les groupes de promotion de licence ou de master via les réseaux sociaux, sur le chat en parallèle des cours en visioconférence, par exemple. Ces agissements au sein de notre communauté montrent l'urgence du travail à réaliser à l'université en matière de sensibilisation, de prévention et d'action. Ce sont précisément les trois engagements que s'est fixé notre mission. Prévenir les discriminations et promouvoir la diversité, sensibiliser la communauté à tous les actes de discrimination et les combattre, agir contre le harcèlement et les violences sexistes, sexuelles ou discriminatoires. Pour cela, nous avons mis en place des actions de sensibilisation, dont 3 temps forts qui scandent l'année au sein de la faculté. Le mois du genre à l'automne, le mois de l'égalité autour de mars et enfin le mois de la diversité dans lequel s'inscrit ce colloque. La mission tient également des permanences lors des semaines de rentrée ou des journées portes ouvertes. Elle organise des événements culturels tels que des théâtres-forums, ciné-débats, expositions. Elle soutient et participe à l'organisation de colloques et journées d'études. Les actions de sensibilisation s'articulent avec les actions de prévention. La mission est un lieu d'accueil, d'écoute et d'orientation des personnes qui s'appuient sur des relais de proximité. Grâce au réseau de référentes et référents égalité lutte contre les discriminations mis en place au sein des UFR et des écoles internes, nous pouvons intervenir au plus près des acteurs et des actrices de notre faculté, auxquels sont proposées notamment des formations pour prévenir les violences. En outre, nous travaillons étroitement en lien avec les 2 missions égalité et lutte contre les discriminations au niveau universitaire. Cela s'est traduit concrètement par l'adoption d'une charte égalité entre les femmes et les hommes commune à Sorbonne Université l'an passé. La charte de lutte contre toute forme de discrimination, dont a parlé Virginie Mansuy à l'instant, sera présentée en conseil facultaire, précisément demain matin. Enfin, nous suivons de près les situations de violences sexistes, sexuelles ou discriminatoires qui nous sont signalées. Nous avons mis en place différents outils, tels que l'élaboration et la diffusion d'un mémo relatif à l'accompagnement de ces situations pour aider les victimes, les témoins et les personnes qui reçoivent un signalement. Depuis 1 an, une cellule externe reçoit également les victimes et les accompagne au long des procédures et de manière pluridisciplinaire pour Sorbonne Université. En parallèle, nous traitons en interne les situations en coordonnant l'action entre les UFR ou écoles internes et les services impliqués, qu'il s'agisse de situations entre étudiantes et étudiants, entre membres du personnel ou entre étudiants et membres du personnel. Je rappelle la diversité de ces actions, car nous mesurons aujourd'hui combien l'information n'est pas assez connue de tous et de toutes. On en a parlé hier lors de la table ronde. Il faut absolument déployer la communication autour des dispositifs existants
mais aussi nous avons à discuter collectivement de projets à développer à l'avenir et d'actions à mettre en place. Cela contribue à infuser une culture commune de l'égalité, favorisant la diversité au sein de notre communauté. Enfin, je suis intimement convaincue de la nécessaire articulation entre la réflexion théorique et empirique et la pratique afin de nourrir l'action. Réfléchir et échanger pour agir, c'est l'objectif de notre colloque. Genre et discrimination font système dans notre société. S'adresser à autrui, penser, poursuivre des études, recruter au sein d'une filière d'enseignement ou d'un laboratoire de recherche, dans l'ensemble de ces situations, des processus de différenciation et de hiérarchisation, plus ou moins implicites, plus ou moins discriminants, sont à l'œuvre. Pour l'ensemble de ces situations, donc, il est nécessaire de réfléchir à ce qui contribue à orienter nos manières de faire et de penser, nos manières de catégoriser et d'agir, nos manières d'être au sein de notre université. Comment accueillons-nous et que faisons-nous de la diversité? Que recouvre notre objectif d'égalité? Que mettons-nous en œuvre pour y parvenir? Sans revenir aux polémiques actuelles, il nous semble essentiel de réaffirmer que l'université est un lieu de l'étude, de l'échange, du débat contradictoire autour de travaux théoriques et empiriques, de la mise en œuvre de l'esprit critique. C'est pleinement le rôle d'une mission égalité lutte contre les discriminations de promouvoir la réflexion tout en mettant en œuvre des dispositifs concrets pour agir contre elles au sein de notre communauté. Pas de mise en place de nos chartes égalité ou lutte contre les discriminations, de dispositifs ou de procédures, d'outils donc, sans réflexion critique en regard de nos valeurs humanistes. Savoir théorique et pratique se répondent. Je l'affirme d'autant plus volontiers que je suis une enseignante-chercheuse investie d'une mission institutionnelle pour penser et agir sur ces questions. Avant de laisser la parole à Béate Collet pour qu'elle introduise scientifiquement notre colloque, au nom de la mission Égalité lutte contre les discriminations de la Faculté des Lettres, je souhaite remercier en tout premier lieu le doyen Alain Talon et toute l'équipe décanale pour l'encouragement constant et le soutien sans faille au travail mené sur les questions qui nous occupent aujourd'hui. Faire de l'égalité et de la diversité une priorité politique du décanat était et demeure un geste fort et courageux. Je remercie également chaleureusement Virginie Mansuy de sa présence parmi nous au nom de Sorbonne Université. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui interviennent durant ce colloque, étudiantes et étudiants de master, doctorantes et doctorants, collègues venus de la Faculté des Lettres ou d'autres universités. Je remercie aussi très sincèrement les équipes facultaires de leur engagement lors de l'organisation de ce colloque, dont tout particulièrement la direction des affaires culturelles, avec laquelle nous avons organisé le moment culturel et musical autour du jazz Maloya. Dans la continuité de nos journées, à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en France, ce concert sera diffusé à partir du 10 mai sur la chaîne YouTube de la faculté. Et le colloque sera également rediffusé à cette occasion. Et bien sûr, je souhaite remercier tout spécifiquement et chaleureusement Béate Collet et Violette Daz pour les échanges intenses que l'organisation de ce colloque a suscité entre nous et ainsi aussi pour le plaisir du travail commun au quotidien. Les échanges d'hier étaient très fructueux. Il en est ressorti des propositions très concrètes pour améliorer l'accueil et la vie des étudiantes et étudiants étrangers au sein de notre université. Les échanges se poursuivront demain, aussi riches, je l'espère. Et je souhaite donc que ces journées de réflexion soient l'occasion de riches débats, sans peur de la contradiction, afin de faire progresser l'égalité et la prise en compte de la richesse de la diversité au sein de notre université. Bon colloque à tous et à toutes. Donc, sans tarder, je vais enchaîner avec ma présentation de la journée et du colloque. Monsieur le doyen, chère Virginie, chère Hyacinthe, chères auditrices et auditeurs de toutes parts, chères étudiants de Sorbonne Université et d'ailleurs, chers et chers collègues, mesdames et messieurs. J'ai l'immense plaisir de vous voir réunis aujourd'hui pour cette journée en cette belle salle des actes de la Sorbonne pour réfléchir et discuter des fondements de la discrimination contemporaine et des possibilités d'agir à l'université. Ce colloque, dont l'organisation
a été confié par le doyen, M. Alain Talon, à la mission Égalité et lutte contre les discriminations de la Faculté des Lettres, et pour lequel j'ai une mission dès ma nomination, a failli ne pas voir le jour, tant nos vies universitaires, professionnelles et privées ont été perturbées depuis le printemps 2020 en raison de la crise sanitaire Covid. Après l'annulation douloureuse en avril 2020, nous sommes engagés à organiser le colloque vaille que vaille en ce printemps 2021. Nous voilà donc dans une formule dite hybride, avec les intervenantes et intervenants dans la salle et un large auditoire par visioconférence. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Nous regrettons un peu le tout présentiel pour son aspect plus vivant et les contacts directs, et aussi par habitude. Mais nous sommes très contentes et contents que ces échanges puissent, grâce à la diffusion par visioconférence, atteindre un public plus large qui n'aurait pas pu se déplacer pour assister en présentiel. Encore bienvenue à toutes et à tous. Donc pour ouvrir ce colloque, je voudrais d'abord revenir sur le double mouvement inscrit dans le titre, les fondements d'une part et les actions à mener d'autre part. Je me permettrai aussi de rappeler quelques principes de la démarche scientifique des études en lettres et en sciences humaines, avant de vous présenter rapidement le programme et de vous prodiguer quelques conseils pour garantir le bon déroulé de nos échanges. Alors, le titre du colloque évoque les fondements de la discrimination contemporaine. C'est donc le premier point que je souhaite aborder. Pourquoi parler des fondements ? D'où nous viennent les discriminations contemporaines? Sur quoi se fondent-elles? Nos sociétés sont des communautés historiques et il va ainsi de soi que nous construisons le présent sur le fondement de notre passé. Dans ce passé, nous constatons des faits et des événements sur lesquels nous portons aujourd'hui un regard fortement critique, à juste titre, tant la dignité humaine, ou comme on peut l'entendre depuis quelques années, notre commune humanité n'a pas été respectée. Avec le recul, nous avons aujourd'hui, mais aussi fort de nos revendications démocratiques, nous les considérons maintenant comme tout simplement inacceptables. Je veux évidemment parler de l'esclavage, cette déshumanisation qui, érigée en système par la traite transatlantique, a coûté la vie à tant de femmes et d'hommes originaires d'Afrique ou a changé leur destin à jamais. Et pourtant, cet asservissement qui divise les humains en des groupes à statut inégal, qui est naturalisé au point qu'il peut être transmis à la génération suivante, continue à exister sous d'autres formes dans d'autres parties du monde. Je dois aussi évoquer le colonialisme, qui a visé l'expansion des nations au-delà de leurs frontières pour exploiter les richesses d'autres territoires et créer des espaces de vie ailleurs, en détruisant des vies humaines et des formes de vie sociale des populations autochtones en les infériorisant. Doit être mentionné évidemment l'autre manquement grave au respect de l'humanité, les exterminations humaines de masse et les génocides, justifiés et perpétrés en raison des prétendues qualités intrinsèques de ces humains, leur race entre guillemets, exterminations qui font partie du passé, mais qui se répètent malheureusement toujours ailleurs aujourd'hui. En Europe, le national-socialisme de l'Allemagne, érigé en système, a tué plus de 6 millions de juifs et reste à ce titre le cas tristement fondateur d'une réflexion sur le génocide et montre comment une pensée raciste, l'antisémitisme, peut basculer dans le pire. Au-delà de ces faits graves de l'histoire mondiale, qui ont été perpétrés pendant des siècles, dont les puissances européennes ont été instigatrices à divers titres, un ensemble de représentations et de stéréotypes est entretenu à l'égard des populations des pays de l'Orient et du Sud, mais aussi à l'égard d'autres populations autochtones infériorisées, qu'elles vivent dans la forêt amazonienne, en Amérique du Nord ou dans le Grand Nord. Ces représentations classent les humains en groupes plus ou moins évolués, entre guillemets,
leur prêtant des caractéristiques les enfermant dans des rôles et des stéréotypes. Les humains des pays du Sud et de l'Orient suscitent depuis des siècles un mélange de curiosité et de répulsion. Pour les femmes, on loue leur sensualité, alors que pour les hommes, on craint leur brutalité. Ces représentations véhiculées les inscrivent dans des différences naturalisées. Le tableau d'Eugène Delacroix, Femmes d'Alger dans leur intérieur, peint en 1849, qui orne le programme de notre colloque, a été justement choisi pour illustrer ces représentations et stéréotypes qui continuent d'influencer les perceptions de nos jours. Cette peinture est admirée pour le trait du peintre, pour l'ambiance qu'elle a été capable de reproduire, mais elle représente aussi, comme tant d'autres œuvres artistiques du XIXe siècle, le regard que portait l'Occident sur l'Orient. C'est notamment l'ouvrage d'Edward Said, L'orientalisme, écrit en 1978, traduit en français en 1980, enfin je donne les années justement pour souligner que ce n'est pas une réflexion récente, qui a provoqué une prise de conscience en analysant la vision occidentale du Moyen-Orient telle qu'elle apparaît dans les œuvres d'art et la littérature au XIXe siècle, contribuant ainsi à créer une vision de deux mondes intrinsèquement différents. Les anthropologues de leur côté, je cite Françoise Héritier et Louis Dumont, nous ont notamment montré comment la pensée de la différence contribue infailliblement à créer une pensée hiérarchisée inscrivant les humains dans des rapports d'infériorité-supériorité. Ces rapports s'appuient notamment sur les caractéristiques humaines dites héritées, c'est-à-dire considérées comme non acquises au cours de la vie, comme l'assignation à un sexe, à un groupe humain, en fonction de l'endroit dans lequel on est dans le monde ou en raison de son apparence physique, ou encore l'assignation à une origine sociale et familiale. Des enquêtes récentes en France montrent que les inégalités fondées sur le genre ou l'origine sont considérées comme injustes par une grande partie de la population. Et pourtant, la pensée hiérarchique structure notre perception du monde, volontairement pour asseoir une position de pouvoir, mais aussi par peur de l'autre, de l'inconnu, ou tout simplement en reprenant à son compte des idées reçues et des préjugés. Mais l'histoire mondiale, soulignons-le, est aussi une histoire de mouvements et de déplacements de population. De nos jours, très peu d'espaces dans le monde sont occupés par des groupes humains qui vivent en autarcie. Les pensées créant des groupes originels ou culturels homogènes sont des fictions communautaires en décalage avec la réalité des faits. Ces mouvements migratoires continuent au XXIe siècle, facilités par les moyens de transport performants. Les migrations ont différents mobiles, économiques, politiques, écologiques. Certains de ces mobiles sont-ils plus légitimes que d'autres ? Les pays riches cherchent à les réguler sans toujours y parvenir en respectant les droits fondamentaux. Les migrations du passé et celles à venir contribuent inlassablement à rendre les populations de nos sociétés nationales socialement et ethniquement plus diversifiées et suscitent des débats sur la légitimité de la présence de ces populations et de leur droit à l'égalité et à une redistribution équitable des ressources de la collectivité. Cependant, et il est fondamental de le souligner, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et face au constat des atrocités perpétrées par des humains sur d'autres humains, que ce soit les camps de concentration ou les bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki, donc face à un désastre généralisé pour l'humanité tout entière, des initiatives fortes au niveau international ont vu le jour. Création de l'ONU, Convention internationale sur les droits humains, sur les droits des femmes ou des enfants, instauration de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Ces nouvelles conventions et instances sont souvent critiquées pour leur incapacité à empêcher les guerres ou les génocides et à faire respecter les droits humains, mais elles contribuent irrémédiablement
à rendre illégitimes toutes les formes d'inégalité et de discrimination et constitue un rempart de valeurs contre les violences, l'horreur et les injustices. En France, plus spécifiquement, l'État s'est doté de multiples instances nationales, le défenseur des droits par exemple, pour défendre les droits des humains. Les grandes entreprises et collectivités, dont l'université, se sont engagées à faire respecter ces droits et à œuvrer contre les discriminations. Se pose donc plus concrètement la question de comment agir à l'université. Cette question nous projette dans l'avenir, mais là encore, il convient de ne pas oublier la raison d'être et la finalité de l'université depuis ses origines. Les premières universités du Moyen Âge ont été créées dans un esprit humaniste et universel, comme des lieux où le savoir devait non seulement être produit, mais également être débattu pour ensuite circuler vers d'autres lieux, qu'ils soient proches ou lointains. La production du savoir est éminemment liée à la circulation du savoir. La vocation de l'université est internationale. Le partage et la confrontation du savoir par l'échange avec les chercheurs et chercheuses, penseurs et penseuses, partout dans le monde. Aux universitaires de tous les pays de veiller à ce que cette circulation soit libre et équitable, c'est-à-dire sans imposer une doctrine par rapport à une autre, en garantissant la libre discussion des idées dans le respect des sensibilités personnelles et culturelles des unes et des autres. Nos valeurs républicaines se fondent sur les principes d'égalité, de justice et de tolérance. La France est signataire de l'ensemble des conventions internationales garantissant les droits humains. Elle s'est dotée d'outils juridiques pour lutter contre les discriminations et les législations successives cherchent à combattre les discriminations. Ainsi, toute distinction donnant lieu à une inégalité de traitement est interdite si elle est fondée sur l'un des motifs suivants. Je vais les décliner, tous ces motifs. Vous verrez que la liste est longue, mais on ne peut pas privilégier un critère par rapport à un autre, ni les hiérarchiser. Dans la loi, d'ailleurs, ces critères sont présentés par ordre alphabétique. Voilà donc la liste. La liste des critères sur lesquels, qui sont considérés comme motifs sur lesquels ne doit pas se fondre une discrimination. L'âge, l'apparence physique, caractéristiques génétiques, domiciliation, état de santé, grossesse, handicap, identité de genre, langue parlée, y compris la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, lieu de résidence, mœurs, nom, opinion philosophique, opinion politique, orientation sexuelle, origine, particulière vulnérabilité liée à la situation économique, perte d'autonomie, race prétendue, ethnie, nationalité, appartenance ou non-appartenance, religion, croyance ou appartenance ou non-appartenance, sexe, situation de famille et syndicalisme. Donc vous avez vu, la liste est assez longue et assez complète. Néanmoins, nous ne nous voilons pas la face. De fait, de multiples discriminations persistent au sein de notre société et ailleurs. C'est le propre des réalités sociales concrètes. Elles sont inégalitaires. Ce sont nos valeurs qui sont égalitaires. Des processus d'altération renvoyés vers un ailleurs ou d'infériorisation, hiérarchiser les groupes entre eux, marquent encore nos relations sociales et sont source d'inégalité et d'injustice. Notre rôle est de les dévoiler, d'en parler pour contribuer à les faire diminuer, pour aller vers plus de justice et d'équité. L'université est un espace social au même titre que d'autres. Elle n'est pas à l'abri des pensées ou des faits discriminatoires. Ainsi, la communauté universitaire, tout entière, doit être vigilante et s'emparer de ce sujet avec conviction pour faire reculer et faire cesser les discriminations. Ce colloque, en construisant et en diffusant des savoirs et en confrontant nos expériences, est donc une très belle occasion
pour réfléchir ensemble aux moyens concrets pour lutter contre les discriminations multiples et variées au sein de notre université. Conçu comme un espace de réflexion scientifique, ce colloque marque l'attachement de la faculté et de l'université tout entière, en ce lieu historique qui est la Sorbonne, aux grands principes humanistes visant à assurer l'égalité entre tous et toutes, à faire respecter la diversité au sein de notre établissement et à renforcer notre engagement contre les discriminations et le racisme. Alors, je suis déjà longue, c'est vrai, on doit bientôt commencer, mais quelques mots malgré tout sur, avant l'annonce du programme, sur la spécificité de la démarche scientifique en lettres et en sciences humaines. Souvent, on présente les lettres et les sciences humaines et sociales comme souples, pour ne pas dire par opposition aux sciences dures, ou allons, les vraies sciences, entre guillemets. Et cette idée reçue semble avoir la peau dure, tant on peut encore entendre des commentaires cédant à cette opposition, au final, assez stérile. La recherche se caractérise par le fait qu'elle formule en questionnement des évidences qui s'offrent à notre vue, en posant des énigmes dont les explications nous échappent. Pour aller vers des solutions, nous posons des hypothèses et nous mettons en place des dispositifs d'expérimentation et ensuite nous présentons des résultats. Cependant, rappelons-le, à toutes les étapes du processus, nous devons nous interroger sur le bien fondé de nos interrogations et de nos méthodes, au biais possible, et nous devons confronter nos résultats à ceux trouvés par d'autres chercheurs et chercheuses. Je pense que ma collègue Virginie Monsu, chercheuse en chimie, ne me contredira pas sur les procédés. Les sciences du langage, littéraire, historique et social, procèdent de la même manière. Elles posent des questions et se donnent les moyens, par des enquêtes ou analyses de corpus savamment choisis, de trouver des résultats qu'il convient de confronter à d'autres résultats pour les discuter et peu à peu aller vers des validations. Dans tous les domaines, on met en œuvre des théories, modèles préconstruits qu'on remet à l'épreuve de manière empirique. Les outils théoriques évoluent également et nous entendons tous les jours dans les médias comment les évidences scientifiques sont remises en cause pour donner lieu à des réinterprétations et à de nouvelles conclusions. Une science qui se fige n'est pas une science. La réflexion et l'interrogation doivent être permanentes. Le vrai chercheur, la vraie chercheuse est plutôt modeste, car il ou elle garde toujours un doute. C'est justement ce doute qui permettra de poursuivre d'autres investigations. Pourquoi alors certaines ou certains font-elles ou ils si faiblement confiance au raisonnement et aux résultats des sciences humaines? J'ai plusieurs pistes que je vais très rapidement exposer. Les sciences humaines et sociales manipulent le langage. Au lieu d'inventer des formules ou des termes en latin, les approches utilisent le même langage que le sens commun, car ce ne sont pas les mots en tant que tels qu'il faut regarder, mais les conceptions qui sont enfermées dans ces mots. Un même terme ne peut pas avoir le même sens selon les époques, selon les milieux ou les personnes qui les utilisent. Donc, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, toutes celles et tous ceux qui ont attentivement lu le programme constatent que des mots comme race, entre guillemets, ou racialisation apparaissent. Mais il faut comprendre que ces termes ne sont pas utilisés dans le sens de la pensée raciste, mais justement de manière critique pour rappeler des processus qui ont encore cours et qui infériorisent les humains dans les rapports sociaux. Une deuxième piste concerne le fait que les sciences humaines, plus que les autres, sont aux prises avec le réel immédiat. Elles analysent des faits pour lesquels toute personne dispose d'une expérience ou d'une opinion. Ces opinions influencent certes nos travaux, mais ne devraient pas s'y confondre. Faire des sciences sociales et aussi faire preuve de discernement et de s'intéresser à des points de vue qui ne nous intéressent ou ne nous plaisent pas. Soulignons que dans ce contexte, personne n'est plus légitime qu'une autre pour faire une recherche sur un sujet. L'expérience et la démarche scientifique
ne se confondent pas. Cependant, nous devons admettre que les sujets que nous traitons durant ce colloque, qui sont nos sujets, nos objets d'étude, ne surgissent pas de nulle part. Ils sont en lien avec les actions politiques que d'autres mènent ailleurs pour faire valoir leurs droits et leurs convictions. Mais là encore, les deux démarches ne sont pas de même ordre. Là où les unes et les autres défendent leurs intérêts et leurs ressentis pour faire évoluer les situations, les chercheuses et chercheurs, en devenir ou confirmés, devraient aller au-delà de certaines actions militantes. Chercher la contradiction, trouver d'autres sources, remonter dans le temps, faire des études, afin de donner de l'ampleur et de la profondeur à leur raisonnement. Donc, les sciences historiques et sociales cherchent le débat, doivent confronter leurs connaissances afin d'intégrer et de dépasser les différents points de vue. Alors, donc, quelquefois, je l'admets, les résultats tels qu'ils sont formulés peuvent heurter des personnes qui n'ont pas appris à raisonner dans ces termes et à dévoiler à ce point des fonctionnements réifiés. Mais au lieu de se braquer, ne serait-il pas mieux de s'y intéresser pour mieux saisir les raisonnements et les finalités? C'est exactement pourquoi nous sommes là aujourd'hui, des thématiques pas faciles à aborder, mais qui ont toute leur légitimité dans cette honorable institution, tâchant de faire honneur au lieu et portant haut la réflexion et la discussion. Quelques mots au sujet du programme quand même, donc je viens à la fin. Je voudrais commencer par remercier les intervenantes et intervenants présents pour cette journée, aussi les présidentes et présidents des sessions. Certaines personnes parmi nous étaient déjà prêtes à intervenir en 2020, d'autres nous ont rejoints en 2021. Je vous remercie d'emblée pour votre engagement et je me réjouis que vous soyez là aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ont eu le temps de lire attentivement le programme, vous aurez constaté que les étudiantes et étudiants de notre faculté sont étroitement associés à ce colloque. Et je sais aussi que les étudiantes et étudiants sont nombreux dans l'auditoire. Il s'agit d'abord de votre colloque. Il montre que la recherche est vivante et originale dans notre université, que vous savez plein de choses et que nous pouvons prendre le temps de dialoguer toutes sortes de sujets. Que vos connaissances soient variées et que votre parcours universitaire personnel contribue à la cause commune d'une meilleure connaissance des faits historiques, sociaux et littéraires de nos sociétés. Donc, je me joins à mes collègues pour souligner à quel point la table ronde d'hier a été intéressante. Et aujourd'hui, le programme se déclinera en 4 sessions. Les 2 sessions du matin vont d'abord aborder les représentations et les discriminations croisées et ensuite s'intéresser à la parole des personnes concernées. Après la pause méridienne, la 3e session fait le lien entre hier et aujourd'hui et s'intéresse aux transformations des discriminations. Ensuite, nous terminerons la journée avec une conférence sur la question des discriminations religieuses avant de donner la parole à notre observatrice de la journée, Florence Rochefort, qui nous fera une synthèse et une ouverture. Voilà. L'enjeu consiste à bien respecter les temps de parole. Déjà, je suis un peu longue. Et donc, 15 minutes, voilà, afin d'avoir le temps d'échanger. Alors, j'ai encore pour 1 minute. Pour les personnes présentes dans la salle, vous pouvez vous lever et sortir seulement lors des pauses en raison de l'enregistrement et des dispositions techniques. Si vous devriez sortir et que vous voulez revenir ensuite, le club des enseignants juste à côté à votre disposition. Et vous êtes aussi invités à poser des questions, aux intervenantes et intervenants. Pour l'auditoire en ligne, vos caméras et microphones sont éteints, mais vous êtes également invités à participer. En revanche, il va falloir poser vos questions dans le chat. Elles seront ensuite rapportées par notre modératrice, Violette Das. Pour toutes et tous, je tiens à rappeler, compte tenu de
des sujets sensibles que nous abordons, que les propos discriminatoires, dépréciatifs ou racistes ne sont pas admis lors de nos échanges. Ce ne sont pas des simples opinions, mais des propos qui sont passibles de sanctions légales. Mais alors, j'en suis convaincue, je vous mets inutilement en garde. Nous sommes là pour réfléchir et échanger ensemble, et je me réjouis déjà des belles communications qui vont suivre et des échanges intéressants que nous allons avoir. Je vous souhaite à toutes et à tous un très agréable colloque, et nous allons donc directement passer à la première session de notre journée d'études qui sera présidée par M. Romuald Foncoua, professeur de littérature francophone à la Faculté des Lettres. Merci.